Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je vais vous présenter deux thrillers, un contemporain et également un livre graphique, et on va partir aussi sur de la fantasy. Donc vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, il y a du choix, on y va, c'est parti. Le premier livre que je vous présente, je ne l'ai plus parce qu'on me l'avait prêté. Il s'agit de L'âme du mal de Maxine Chatham. Moi je l'ai lu dans la collection Pocket, je vous mettrai un petit encart, soit là, je ne sais pas. Alors je vais me faire huer par tous les chatamistes. J'ai été hyper déçue par cette lecture. On suit donc rapidement le pitch, on suit Josh Brolin qui est flic au FBI, qui doit faire, en attendant de pouvoir véritablement intégrer le FBI, il intègre une unité de police à Portland, donc aux États-Unis. Il est donc profiler, Josh Brolin, et en fait il va être confronté à un tueur en série, un premier tueur en série qui va commettre d'horribles crimes sur des femmes, puisqu'il va les mutiler et ensuite abandonner leur corps. Et ça se passe pendant les 100 premières pages, puisqu'à la fin de ces 100 premières pages, Josh va réussir à attraper le fameux tueur en série, et d'ailleurs une de ses victimes en réchappe. Et puis, un an après, à nouveau, des meurtres sont commis, toujours avec cette signature du tueur en série, le même, sauf que Josh a tué le premier tueur en série, si vous suivez bien. Voilà, il lui a explosé la cervelle avec son flingue, en lui logeant une balle dans la tête. Et on s'aperçoit qu'en fait il y a la même signature, le même ADN, donc on se dit est-ce que c'est possible, est-ce qu'il revient d'entre les morts pour continuer ces crimes horribles où à chaque fois ce sont des jeunes femmes qui sont enlevées et à chaque fois on leur prélève des membres. Voilà. Alors, je trouve que ça traînait en longueur. C'était très long, beaucoup de blabla, beaucoup d'explications, une intrigue où je n'ai pas du tout frissonné, à aucun moment je n'ai eu peur, je pensais vraiment que j'allais avoir la trouille, et en fait pas du tout, donc je suis assez déçue là-dessus. Après, l'intrigue se tient, même si j'avais comme deviné la fin, qui était quoi, qui était qui, voilà, ça j'avais deviné, la fin n'était pas non plus de ouf. Alors, moi j'ai une explication à pourquoi ce bouquin ne m'a pas hyper plu. Je pense qu'il a mal vieilli. C'est un livre qui a été édité dans les années 2000. On ne connaissait pas encore, alors voire fin 80, années 90, début 2000, on connaissait pas encore, on n'était pas encore sous les séries FBI porté disparu, NCIS, les experts, tout ce qui était profilage, on n'était pas encore là-dedans je pense. Et donc du coup, si vous l'avez lu donc, dans les années 2000, peut-être que ça vous a plu parce que je pense qu'à l'époque c'était révolutionnaire. C'était et je le pense vraiment, ça devait être super de nous expliquer comment on faisait pour interpeller aux États-Unis les serial killers, le profilage, etc. Et là-dessus, c'est très fourni. On sent bien que Maxine Chatham, il a fait des études là-dedans et qu'il s'y connaît. Vraiment, il n'y a rien à redire sur le point de vue technique, scientifique, ça se tient. Par contre, voilà, je trouve que ça a très mal vieilli, puisque maintenant on est en 2020, donc ça a pris 20 ans. Depuis, moi j'ai lu d'autres choses qui étaient plus efficaces que ça, avec un rythme plus soutenu. De temps en temps, on a l'impression que ça traîne en longueur, que Maxine Chatham étale un peu sa science. Et t'as vu, il y a ça, et t'as vu, il y a ça, donc c'est un peu lourd. Et je pense en fait que, du coup, le bouquin a mal vieilli. Ce qui m'a le plus déçu, c'est vraiment que je n'ai pas frissonné avec ce livre. Et je le regrette parce que j'aurais vraiment aimé adorer ce bouquin, puisque je le vois souvent passer sur des blogs ou sur des chaînes où les gens aiment beaucoup cette trilogie, puisque c'est le premier tome d'une trilogie. Bon, ça l'a pas fait avec moi, donc je vais m'arrêter là pour cette trilogie, je continuerai pas, et puis on verra bien si je me lance dans un autre Chatham un autre jour. Alors ensuite, j'ai lu, je me dépêche parce que je vois que j'ai plus de batterie et ça va couper. Pour continuer dans les thrillers, j'ai lu La Rumeur de Leslie Cara, c'est aux éditions Les Escales dans leur collection noire, et j'ai adoré ce bouquin. Alors on va suivre Johanna qui est mère au foyer, donc ça se passe à Londres, dans une toute petite ville du bord de mer, et en fait elle débarque de Londres avec son fils Alfie, à l'école, et Alfie en fait lui il a pas beaucoup de copains dans la cour de récré, à la cantine il mange tout seul. Et Johanna c'est pareil, elle n'arrive pas beaucoup à se lier. Et un jour en fait, alors qu'elle emmène son enfant à l'école, devant l'école il y a les parents qui se rassemblent, les mamans qui discutent, elle va lancer une rumeur en disant que Sally McGowan, une tueuse d'enfants, est dans la ville, et qu'elle a changé d'identité, qu'elle est protégée par la police et qu'elle a refait sa vie dans cette petite ville du bord de mer. Donc la rumeur va commencer à enfler. Donc dans la première partie du bouquin, on part, alors c'est du thriller psychologique, hein, on part sur cette rumeur
ça commence vraiment doucement. Au début je m'ennuyais un peu, je me suis dit oulala, où est-ce que l'auteur veut vous nous emmener? Je trouvais pas ça hyper intéressant, cette mère de famille, Johanna, qui est agent immobilier, voilà, c'est pas captivant. Et puis, à peu près à la moitié du bouquin quand même, mais parce que je pense qu'elle attend de mettre tout en place, l'auteur, pour vraiment que ça fasse le job, ça prend une autre tournure, et là, ça prend une autre dimension, une rumeur, quelles peuvent être en fait les conséquences d'avoir lancé une telle rumeur sur une femme. D'ailleurs on ne sait même pas si Sally McGowan, si cette rumeur est fondée en fait. Donc en fait il y a des gens qui vont s'en prendre à des femmes croyant que c'est Sally McGowan. C'est aussi une réflexion sur est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui a commis un crime atroce? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on change finalement? C'était vraiment bien fichu, il y a une espèce de tension qui monte de plus en plus dans le bouquin, jusqu'à la fin, avec une phrase finale qui retourne tout le bouquin et on se dit non quand même elle a pas osé faire ça l'auteur. C'était vraiment bien foutu. Voilà, faut vraiment dépasser la première partie qui est une mise en place de tous les personnages. Ça fait monter un peu la sauce et puis après boum, elle envoie le truc. Et j'avoue que la deuxième partie, je l'ai bouffée parce qu'il y a vraiment beaucoup de rythme, c'est très soutenu, comme je vous l'ai dit, et il y a énormément de tension. Il se passe des trucs, à un moment donné, vous avez Johanna, c'est la période d'Halloween, il y a une photo de classe de tous les enfants qui a été modifiée en fait, donc c'est assez marrant, ils ont tous été modifiés en zombies, en fantômes, sauf son fils, alors son fils qui est métis, parce qu'elle a eu un enfant avec un noir, donc d'abord il est métis, et sauf son fils qui lui a un couteau en fait planté dans le cœur. Donc elle commence à avoir la trouille, elle se dit est-ce qu'on en veut à mon enfant parce qu'il est métis, c'est le seul métis de l'école, ou alors est-ce que cette Sally McGowan vraiment m'en veut. Il y a plein de petits trucs comme ça, il y a aussi une histoire avec les réseaux sociaux où ça fout la trouille quoi, parce qu'on se met à la place de Johanna en tant que mère et on se dit mais qu'est-ce que je ferais si ça arrivait à mon enfant. Donc je vous le conseille vraiment, c'était vraiment une très très chouette lecture. Je change avec cette fois-ci du contemporain, puisque j'ai lu Noon ou Le marin sans mémoire de Yann Verdo, et c'est aux éditions du Rocher. Ouh, j'ai un bug, voilà. J'adore la couverture, elle est vraiment très belle. Alors, ici, on est dans quelque chose de contemporain, puisque ce livre il est paru en 2020, mais dans une langue très classique. En fait, Yann Verdo, il va imaginer que comment il s'appelle, Oscar Clives, donc c'est un neurologue, un psychologue qui a vécu au 19e siècle à Londres, donc c'est inspiré d'une histoire vraie, va tenir son journal intime dans lequel il va coucher chaque soir ce qui se passe dans son hôpital. Alors c'est un hôpital un peu particulier, c'est un hôpital pour les pauvres à Londres, où on recueille les pauvres qui errent dans les rues et souvent qui ont des maladies mentales. Et en fait un jour, Clives va recueillir un homme qui s'appelle Noon, qui a 74-75 ans et qui prétend en avoir 32. Et surtout qui prétend être en 1847 alors qu'on est en 1889. Et il prétend véritablement avoir 32 ans. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cet homme oublie tous les visages, ce qu'on lui a dit au bout de 5 minutes. C'est-à-dire que vous vous présentez à lui, et au bout de 5 minutes, il vous a oublié, donc il faut à nouveau se représenter. Donc au départ, c'est un cas vraiment clinique, puisque Clive n'a jamais été confronté à ce genre de patient. Il va lui faire des tas d'expériences pour essayer de lui faire recouvrer la mémoire, donc des expériences parfois très cruelles, pour vraiment essayer de lui faire un électrochoc. Ça marche pas du tout. Et puis il va enquêter. Et il va s'apercevoir que Noon, donc, prétend être marin irlandais, donc en plus il croit toujours être en Irlande, dans sa petite ville de... Alors, je sais pas si on prononce Sligo, j'en sais rien. Dans sa petite ville. Et Clive va remonter en fait le fil de l'enquête pour savoir qui est Noon véritablement, d'où il vient et pourquoi surtout il a perdu la mémoire. Donc c'est pas un livre qui est facile à conseiller parce que c'est une langue très classique. Vraiment on a l'impression d'être complètement immergé dans une langue du 19e siècle telle que Oscar Clive aurait pu tenir son journal intime. Donc de ce côté là c'est hyper bien fichu, j'ai adoré. C'est assez long. La première partie, elle est quand même longue, parce que l'enquête, elle démarre véritablement, je crois, à la page 150, page 200. Donc vraiment, la première partie, c'est Clive dans son hospice qui tente les expériences sur Noon, qui se fait beaucoup de réflexions scientifiques. Donc si vous aimez tout ce qui est, en effet, science,
psychologie, psychiatrie, ça va beaucoup vous intéresser. Après, voilà, sachez que c'est long, c'est une enquête, où c'est pas forcément non plus l'enquête du siècle, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant puisqu'il va se rendre jusqu'au Canada pour savoir ce qu'est devenu Noon. Et en fait c'est une expérience véritablement tragique à laquelle va se livrer Clives et il va découvrir des choses incroyables sur Noon. Voilà, c'était chouette parce qu'on voit vraiment les prémices de la psychologie, de la psychiatrie dans ce Londres de la fin du 19e, les expériences qu'on essaie de tenter pour essayer d'aider les pauvres malheureux mais ça fonctionne pas. C'était vraiment une lecture intéressante et je recommande aux personnes, aux lecteurs qui ont envie de se plonger dans quelque chose de classique à trait avec la psychologie et la psychiatrie, ça peut vraiment véritablement vous intéresser. Ensuite j'ai lu, alors très rapidement je passe, alors c'est une nouvelle graphique. Il s'agit donc de Désolation de Jean-Philippe Jaworski et c'est illustré par Melchior Ascaride et c'est aux éditions Les Moutons Électriques. C'est dans leur petite collection, donc ils ont lancé une collection qui s'appelle la Bibliothèque dessinée. J'en ai déjà un, et donc celui-ci c'est mon deuxième, enfin, c'est mon second. Alors si vous aimez Tolkien, ce livre il est fait pour vous parce que clairement c'est un hommage à Tolkien. On va suivre une compagnie de nains qui doit aller sauver un royaume nain qui est en difficulté et pour ce faire ils vont devoir passer par une vallée maudite pour contourner en fait des gobelins, etc. Donc on est vraiment dans l'imaginaire de Tolkien, sous la montagne, etc. Et donc voilà, je vous montre un petit peu la manière dont c'est illustré. Donc c'est du noir, du orange, donc c'est l'orange ici qui a été choisi. C'est super. Alors les nains sont accompagnés par des gnomes qui portent en fait toutes leurs affaires. Il va leur arriver des tas d'aventures. Et alors la fin, lisez-le juste pour la fin. J'étais pantelante quand j'ai lu la fin parce que en fait il y a toute une réflexion justement à la fin sur ce dénouement. J'ai trouvé ça incroyable et bon bah c'est Jean-Philippe Jaworski donc on ne peut que aimer Jean-Philippe Jaworski et en plus c'est Melchior Ascaride donc on ne peut que aimer Melchior Ascaride. Je vous le recommande, allez-y, c'est fabuleux, cette petite collection elle est fabuleuse. Et je termine à nouveau sur, alors pas de la nouvelle graphique mais cette fois-ci du roman graphique. Avec l'énormissime, moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris, c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors il coûte très cher, hein, il coûte 34,90 donc 35 €, moi on me l'a offert, je remercie Christine qui passe par là, je fais un gros bisou, celle qui me l'a offert. Il coûte cher mais les éditions Toussaint l'ouverture en ce moment ont besoin de vous parce qu'ils sont en difficulté. Et voilà, si jamais vous voulez vous faire un beau cadeau à vous ou l'offrir, allez-y, cet éditeur ça vaut de l'or. Donc on suit une petite fille qui s'appelle Karen, qui se prend pour un monstre. Donc elle se dessine sous forme de monstre et en fait on va lire son journal intime, enfin son carnet de dessin. Et en fait ça se passe dans la fin des années 60 à Chicago. Et Karen, dans son immeuble, donc elle vit avec sa mère, avec son frère, dans son immeuble il y a une femme qui s'appelle Anka, qui est tuée. On l'a retrouvée une balle dans le cœur et les policiers concluent à un suicide, mais Karen pense qu'elle a été assassinée. Et donc elle va mener l'enquête, elle a quoi? Elle a une dizaine d'années, puisqu'elle est à l'école, elle va mener l'enquête. C'était fabuleux, ça fait 400 pages, mais alors c'était un vrai bonheur, les dessins sont géniaux, c'est magnifique, voilà. C'est une réflexion sur qu'est-ce que le monstre en fait, puisque en fait Karen elle aimerait être un monstre, elle baigne dans l'univers des monstres, les vampires, les loups-garous, mais finalement les monstres qu'elle croise ce sont les monstres qu'on voit tous les jours dans la rue, les voisins, les voisines, les copains à l'école qui sont vraiment pas sympas avec elle, enfin les copains, les enfants à l'école qui sont pas sympas avec elle, c'est pas des copains. Avec cette histoire d'Anka qui est fabuleuse puisqu'on va retourner dans le passé d'Anka, elle est liée, en fait Anka c'était une immigrée, je crois qu'elle était polonaise, enfin juive polonaise ou juive allemande, je me souviens plus, mais c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, donc il y a toute une enquête dans le passé sur Anka. Voilà, c'était incroyable, c'était fabuleux, je ne peux que vous recommander ce roman graphique. Waouh! Et c'est que le premier tome, donc j'attends fébrilement le deuxième tome parce que c'est génial, vraiment. S'il y a un roman graphique à lire cette année, c'est celui-ci. Allez-y, foncez, c'est super. Voilà, je me dépêche, je suis allée à fond parce que ça va couper et voilà.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner aux vidéos et à Instagram. Je suis assez présente sur Instagram. Et puis des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Ciao!